C'est parti, mon kiki. Pas besoin de partager le son là-dessus. Oh. Alors, les États-Unis, comme j'avais commencé à vous l'expliquer, c'est un pays, donc, géographiquement, qui est très intéressant au niveau de la surface parce que presque l'ensemble de la surface du pays est habitable. Ce qui n'est pas le cas notamment du Canada, hein, vous le savez. Le Canada, là, c'est juste qu'est-ce qui longe le fleuve, en fait, qu'est-ce qui longe la frontière qui est habité, là, qui est 80, en fait, au Canada, là, environ 80 à 85 de la population se concentre entre le fleuve Saint-Laurent ici et les Grands Lacs. OK? Donc, c'est vraiment cette toute petite région-là qui contient presque l'ensemble de la population canadienne. Pour le reste, c'était un peu sur la côte ouest et dans les plaines. Alors, ça, c'est la première constatation par rapport aux États-Unis qui, eux, presque tout le territoire est habitable. Ils ont tous les climats, ou presque tous les types de climats en sol américain. Donc, vous avez la côte est, vous avez une forêt qui est, somme toute, une forêt mixte, un peu comme ce que nous autres on a. Et plus tu t'en vas vers le Midwest, si tu as les plaines, les montagnes rocheuses, le désert et finalement un climat qui est méditerranéen ici sur la côte californienne. Okay? C'est un pays de presque 330 millions de personnes. Et encore une fois, c'est important de dire que la distribution de la population n'est pas faite de façon égale. Okay? L'essentiel de la population américaine se concentre dans les grandes villes du nord-est, en passant à New York, qui a presque 9 millions d'habitants, seulement que la ville de New York. Hein? Donc, la population au complet du Québec, même un peu plus que la population au complet du Québec dans une ville, la ville de New York. Mais l'État de New York possède une population de 18 millions. Donc, presque les 2 tiers du Canada concentrés dans l'État de New York, qui est notre État voisin. Là, regardez, vous l'avez ici, le NY. Vous avez la Floride aussi qui a augmenté énormément en population. Donc, la côte Est possède un gros bassin de population. La côte Ouest, même chose. Le Texas, et pour le reste, là, c'est beaucoup moins peuplé. Donc, c'est plus des petites villes. Là. Vous prenez des villes, je ne sais pas moi, comme Memphis au Tennessee, Saint-Louis, Chicago. Chicago, c'est quand même assez gros, par exemple, mais c'est à peu près comme je vous dirais, de la grosseur de Montréal, même un petit peu plus petit que Montréal. Donc, on compare souvent d'ailleurs Montréal plus avec une ville comme Boston. Montréal, Boston, c'est souvent des villes qui sont comparées pour vous donner une idée. Alors, qu'est-ce qui amène la création des États-Unis comme nous, on le connaît? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose qui explique la création des États-Unis, c'est des guerres de religion. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous étonne, mais c'est effectivement les guerres de religion qui vont amener en Angleterre des purges successives qui vont se faire au niveau de la population, qui vont amener des milliers et des milliers de personnes à fuir leur maison parce qu'ils ont peur d'être tués. Donc, il y a une guerre qui existe en Angleterre dans les années 1600 entre les catholiques et les protestants. Donc, cette guerre-là va amener littéralement des dizaines, on va dire des centaines de milliers de personnes à fuir leur maison, à vendre tout ce qu'ils ont, à embarquer sur un bateau pour tenter l'aventure. Et les premiers à le faire, ça va être des Quakers. Des Quakers, tu sais, comme la marque de Gruau, là. La marque de Gruau, tu as l'espèce de monsieur qui a l'air comme bien sévère, puis il a un gros chapeau noir à large bord, hein, bien haut, puis il y a comme une petite boucle en or sur le dessus, même, là, puis il est tout habillé en noir. Ça, c'est des Quakers, c'est des puritains. C'est des gens qui sont extrêmement croyants, extrêmement religieux, mais de façon bien sévère. Et là, ils vont être parmi les premiers, eux autres, à tenter de fuir des persécutions religieuses en Angleterre. Et ils vont se réunir ensemble, ils vont prendre, ils vont s'acheter un bateau qui s'appelle le Mayflower. Ils vont faire un contrat qui va s'appeler le Mayflower Compact.
et ils vont embarquer sur ce bateau-là pour s'en aller vers le Nouveau Monde. Et ils vont aller fonder la première colonie de l'histoire américaine qui s'appelle la ville de Plymouth, dans le Massachusetts. Et donc, ils vont partir, ils sont 102 pèlerins à bord du bateau, font une traversée qui se passe quand même relativement bien, vont fonder la ville et un des grands mystères d'histoire américaine, la colonie va disparaître. Il y en a qui pensent que c'est parce qu'elle aurait été attaquée par des Amérindiens, qu'ils auraient été massacrés à ce moment-là par des Amérindiens. Mais donc, l'histoire reste entière à ce niveau-là. Alors, ici, vous avez, par exemple, une représentation du Mayflower. Je ne sais pas si j'essaie de grandir le diapo, si ça va me staller comme tantôt. Ah, là, là. OK. Donc, alors, vous le voyez ici, les pèlerins qui partent d'Angleterre, qui embarquent sur le navire, le Mayflower, pour faire la traversée. Traversée qui, soit dit en passant, prenait 2 à 3 mois en voilier pour traverser l'Atlantique à l'époque. C'est très, très long, c'est très, très périlleux, c'est très difficile. Il y a des bonnes chances que tu ne te rendes pas. Il y a des bonnes chances que tu meurs sur le bateau, soit d'une maladie contagieuse, soit attaqué par des pirates, soit que tu sois pris dans une tempête, un ouragan en mer ou encore une vague scélérate qui renverse le bateau à l'envers. Tu avais comme 30 des chances de ne pas te rendre. Tu avais une chance sur 3 de ne pas survivre à ça. Alors, on va essayer, oui donc, change d'image, mon grand, t'es capable. Vas-y, 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 vas-y. Je me sers de la version 360 comme la version en ligne de PowerPoint, puis il me fait dans les mains, là. Donc, je vais aller le changer manuellement. Ça va être plus facile comme ça. Ah, voilà. Naturellement, il me refait encore des mains. C'est pas au point. Donc, vous avez ici la colonie de Plymouth qui a été reconstruite en passant parce que il n'y avait plus une trace donc de cette colonie-là. Ça a été un des grands mystères de l'histoire des États-Unis, à savoir qu'est-ce qui était arrivé avec cette fameuse colonie-là. Et là, on est en 1620. Donc, en 1620, vous savez, la ville de Québec est déjà fondée à ce moment-là depuis 12 ans. Et c'est contrairement, par exemple, à la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, si vous vous souvenez, à l'époque, ce n'est pas une colonie de peuplement, c'est une colonie comptoir. Et la volonté des Français, c'est de faire en sorte que la Nouvelle-France, ça soit un point pour faire du commerce avec les Amérindiens. On n'est pas là pour peupler. À l'inverse, les Anglais qui arrivent dans le Nouveau Monde, eux autres sont là pour coloniser, sont là pour faire des colonies de peuplement. Et très, très rapidement, à cause des purges religieuses en Angleterre, il va littéralement y avoir, comme je vous ai dit tantôt, des centaines de milliers de personnes qui vont fuir l'Angleterre, qui vont traverser dans le Nouveau Monde pour venir le coloniser. Et là, ils vont s'établir dans les 13 colonies anglaises. Donc, ici, la Floride, en passant, qui appartient à l'Espagne, c'est une colonie espagnole, ça n'appartient pas à l'Angleterre. C'est vraiment la Géorgie en remontant vers le nord jusque dans l'État du Maine et du Vermont, qui sont des colonies britanniques, qui sont des colonies anglaises. Mais ils ont un problème, les Anglais. Voyez-vous mon petit curseur en passant? Vous le voyez, le curseur? Quand je me remène à mon petit curseur, est-ce que vous le Ouais, voyez? ouais, ouais. Oui, Ouais. Ouais, OK. on le voit. Super. OK, donc, Ouais. alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une grosse chaîne de montagnes qui est juste ici, là. OK? Et cette chaîne de montagnes-là, c'est les Appalaches. Alors, les Appalaches, les 13 colonies sont comme enclavées parce que là, on vous montre que les colonies vont jusqu'au fleuve Mississippi. Mais c'est pas vrai, ça. Ça, c'est des prétentions territoriales de ces colonies-là à l'époque. Parce que ce que vous voyez devant vous, ce que vous avez, c'est une carte de l'époque de 1760. Donc, c'est le rêve de chacune de ces colonies-là d'étendre leur territoire à l'extérieur des Appalaches. Les Appalaches sont à peu près ici, là. OK? Ils remontent et ils s'en vont comme ça, puis ils remontent jusqu'en Beauce, puis dans la Gaspésie. C'est une très, très longue chaîne de montagnes. Alors, ils sont en 1760,
les Anglais, des 13 colonies, sont 2,5 millions d'habitants qui sont pognés entre ces montagnes-là et la côte. Ils sont vraiment entassés. Tout le reste du territoire, c'est à nous autres, c'est la Nouvelle-France, à l'exception de la Floride, du Texas quand tu t'en vas par là-bas, puis de la Californie là, qui appartient à l'Espagne. OK? Donc, on a un immense territoire qu'on tient avec la Nouvelle-France et les Anglais sont comme pognés, sont comme pognés en sandwich dans le coin. Et ils sont beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir comme faire la guerre. En fait, ça tombe bien parce que à partir de 1755, il y a ce qu'on va appeler la guerre de 7 ans, de 1755 jusqu'à 1763, qui va se faire comme en Europe. C'est la guerre de succession. Et en fait, c'est la guerre de 7 ans tout court. Et, euh, et les Anglais des 13 colonies vont voir une occasion d'essayer d'agrandir leur territoire. Et c'est pour ça qu'ils vont faire la guerre. Et eux autres, ils ne vont pas appeler ça la guerre de 7 ans. En passant, ils vont appeler ça la French and Indian War. Donc, la guerre contre les Français et les Indiens. Pourquoi? Parce que, vous le savez, je vous l'ai déjà dit en classe, presque la totalité des peuples amérindiens en Amérique du Nord sont les alliés des Français. On vit avec eux autres. Il y a beaucoup de Français qui adoptent le mode de vie des Amérindiens, s'habillent comme eux, vivent dans le bois, font de la traite, font du commerce, se marient avec des Amérindiennes. Donc, c'est quelque chose il n'y a pas vraiment d'équivalent chez les Anglais, qui eux autres vivent vraiment beaucoup plus à l'européenne. Puis c'est aux sauvages à apprendre les façons civilisées. Donc, c'est vraiment deux philosophies complètement différentes. Et donc, dans ce contexte-là, il y a la French and Indian Wars. Et là, les Anglais envoient des troupes. Ils savent qu'ils peuvent difficilement gagner une guerre euh, en Europe. Donc, ils décident de mettre tous leurs outils dans deux choses. Un, avoir une flotte qui est très, très importante. Ça, c'est le projet de William Pitt à Londres, au Parlement de Londres. Et donc, avoir une flotte, une marine qui est très, très imposante, une marine anglaise extrêmement imposante. Et deux, prendre l'essentiel des soldats anglais et les envoyer pour construire un empire à l'extérieur. Parce que l'Angleterre, c'est une île. Ils sont pris, ils sont enclavés. Donc, ils veulent essayer de se créer un empire. Et en même temps, vous le savez, c'est les premiers balbutiements de la révolution industrielle. Donc, qui dit révolution industrielle dit usine. Qui dit usine dit besoin en matière première. Qui dit besoin en matière première dit forcément on a besoin de territoire et de matière. Donc, où on les trouve? Ben, dans les colonies. Hein. Vous vous en souvenez, vous avez vu ça avec Mme Desjardins et avec Mme Labrec. Ils ont besoin à ce moment-là ils vont appliquer la théorie du j'ai un blanc. Le commerce triangulaire. T'as le commerce triangulaire, puis t'as les métaux. Mais on maudit. Comment ça j'ai un blanc de même, Martin? Genre le mercantilisme. Merci! Exactement, c'est le Faut le dire. mercantilisme. Merci. Donc, c'est l'application du mercantilisme, des préceptes mercantilistes à ce moment-là. Donc, pour accumuler des métaux, etc. Et on va chercher les matières premières dans les colonies. Donc, les Anglais investissent considérablement et envoient aussi des troupes parce que l'autre objectif, l'ennemi juré des Anglais depuis la guerre de 100 ans, c'est les Français. Et les Français ont des possessions territoriales extrêmement importantes, mais ils n'ont pas beaucoup de monde sur le terrain. Je vous l'avais déjà dit, la Nouvelle-France, donc qui part de Gaspé et qui s'en va jusqu'en Louisiane, on parle sur tout ce territoire-là de 70 000 euh, Français ou Canadiens, ou appelle-les comme tu veux, OK, sur cet immense territoire-là. Donc, moins de personnes que qu'on a de citoyens dans la ville de Saint-Jérôme. Hein. Saint-Jérôme, on parle de 100 000 personnes. Là, on parle ici de 70 000 sur cet immense territoire-là. Donc, tu te promènes dans le bois, là, tu peux marcher longtemps avant de tomber sur un Français. Bien, bien longtemps. À l'époque, c'est comme ça. Alors que si tu te promènes dans les 13 colonies, il y a du monde partout. Et c'est dans ce contexte-là que la guerre se fait. Et là, vous voyez ici les lignes d'invasion anglaises et les différentes batailles qui sont marquées. Hein. Vous avez ici la fameuse bataille des plaines d'Abraham,
13 septembre 1759. Mais la plus importante, la première grande défaite en Amérique, c'est la forteresse de Louisbourg en 1755. Là. Okay? Et là, par après, vous avez les lignes d'invasion par lesquelles on envahit la Nouvelle-France. Plusieurs batailles, les Français qui font très, très bien avec leurs alliés amérindiens, de sorte qu'ils vont être capables de gagner la plupart des batailles, mais ils vont en perdre une très, très importante, la fameuse bataille des Plaines d'Abraham, donc juste devant la ville de Québec. Ici, vous avez un portrait du général Wolfe qui commandait les troupes anglaises le matin du 13 septembre 1759. Ici, il est blessé mortellement. On va prendre son corps, on va le transporter sur le champ de bataille. On l'amène donc dans la maison sur les plaines d'Abraham d'un certain Gaston Gay. On le dépose sur la table de cuisine de Gaston Gay et son chirurgien va tenter de l'opérer, mais en vain, il va mourir sur la table. Et Gaston Gay, c'est mon ancêtre, donc je sais de quoi je parle. donc, le général Wolfe est mort sur la table de cuisine de mes ancêtres. Donc, après, la guerre se termine, c'est une victoire des Anglais, vous le savez, hein, il n'y a pas de grande révélation. Le Québec tombe aux mains des Anglais. Et là, enfin, les fameuses 13 colonies se disent, on va pouvoir allonger notre territoire jusqu'au fleuve Mississippi. Et le gouvernement anglais leur dit, c'est hors de question. Ce territoire-là va demeurer un territoire amérindien. Et là, les colons sont en beau maudit parce qu'ils disent, nous autres, on s'est battus pendant 7 ans dans l'espoir de pouvoir obtenir des terres de l'autre côté des Appalaches, et là, vous nous les refusez. Là, c'est pourquoi que les Anglais refusent ce territoire-là et laissent le territoire aux Amérindiens. Bien, une raison bien simple. La plupart de ces peuples-là sont des fervents alliés des Français. C'est des fervents alliés des Canadiens. Ils ne veulent pas des Anglais. Ils les détestent. Puis ils disent, les Anglais sont là pour nous conquérir, sont là pour nous enfermer, nous emprisonner. Alors que les Français nous ont toujours laissé vivre comme nous, on voulait. Alors, c'est des modes de vie complètement différents. Alors, pour s'éviter une nouvelle guerre qui serait extrêmement coûteuse pour réussir à pacifier cet immense territoire-là, ils vont dire simplement, ça, c'est un territoire amérindien et les gens des 13 colonies, ben, vous allez gruger votre os dans votre coin, vous allez être frustré, mais ça va rester de même. Alors ça crée une immense colère chez les Anglais des 13 colonies. OK? Deuxième chose, cette guerre-là, la guerre de 7 ans, a coûté une fortune à l'Angleterre pour être gagnée. Alors, les Anglais, le Parlement de Londres décide de passer une succession de lois qui imposent des taxes aux gens des colonies. OK? Vous avez la loi sur le sucre en 1764, la loi du timbre en 65, l'acte déclaratoire en 66, la loi Townshend en 67 et les fameuses lois intolérables qui sont ici. OK? Donc, les habitants du Massachusetts n'ont plus le droit d'élire, par exemple, leur gouvernement. La tenue d'assemblée publique doit être autorisée par les autorités britanniques. L'administration de la justice et les fonctionnaires en Angleterre, en poste dans la colonie, qui auraient commis un crime capital, peuvent demander d'être jugés à Londres. Donc, ils n'ont même pas besoin d'être jugés. Donc, tu tues quelqu'un à New York, ben, puis tu es un lieutenant, par exemple, de l'armée anglaise, tu n'as pas à être jugé par un tribunal en Amérique. OK? Ça donne une idée. Loi sur le port de Boston. Le port de Boston, il est fermé jusqu'à les cargaisons de thé détruites soient remboursées parce que là, tu as un événement qui va se produire à peu près en même temps en 1774, qui est le Boston Tea Party. OK? Donc, il y a eu une taxe qui était imposée par une loi, OK, qui met une surtaxe sur le thé, sur le sucre. Et là, naturellement, ce qui se passe, c'est que là, il y a des citoyens, des bons citoyens des 13 colonies qui disent, là, on ne peut plus accepter d'être taxés sans avoir notre mot à dire. On devrait avoir le droit de non seulement se plaindre, mais de pouvoir comme contrebalancer le pouvoir de Londres. Londres est à 5000 kilomètres des colonies anglaises et il nous impose un paquet de lois et de règles injustes. Alors, ils se déguisent en Indiens pendant la nuit parce qu'ils se disent les Indiens ont plus de droits que nous.
OK? La preuve, c'est qu'ils ont le fameux territoire, les fameux territoires qui ont été décrétés territoires amérindiens devraient nous appartenir. Or, ils ne nous appartiennent pas, ils continuent à appartenir aux Anglais. Alors, ils se déguisent en Amérindiens pendant la nuit. Ils s'en vont dans le port de Boston, ils montent à bord des navires, ils saisissent les caisses de thé et ils les lancent par-dessus bord, ils les lancent à la mer. Alors, pas besoin de vous dire que le thé est plus bon. Et là, les Anglais, le gouvernement britannique est en beau maudit. De là, la fameuse loi sur le port de Boston qui dit qu'il est fermé jusqu'à temps que les cargaisons de thé détruites soient remboursées. Naturellement, pas besoin de te dire que la population de Boston ne veut rien savoir, ne veulent pas rembourser. Loi de cantonnement des troupes. Donc, les bâtiments qui sont inoccupés dans la colonie peuvent être réquisitionnés pour héberger les soldats britanniques. Tu as une maison que tu as héritée de ton père ou de ton grand-père qui t'est laissée en héritage. Et là, toi, tu veux la louer à quelqu'un. Et là, le gouvernement dit non, 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 non. Le gouvernement britannique dit cette maison-là va servir à loger des soldats anglais. Puis tu vas le faire sans frais. Tu comprends? Ça fait pas ton. Et finalement, l'Acte de Québec sont en maudit parce que ça nuit à l'expansion des 13 colonies, le rétablissement des lois civiles françaises. Ils sont pas contents, ils détestent. Il y a une aversion d'une majorité d'Anglais pour les Français. Donc, on rétablit des lois françaises en Nouvelle-France, dans l'ancienne Nouvelle-France, qui est rendue la province of Quebec. OK? La religion catholique va continuer d'exister. Oubliez pas, ce qui a amené des centaines de milliers de personnes à fuir l'Angleterre, c'est les guerres de religion entre des catholiques et des protestants. OK? Et c'est des protestants qui ont fui, qui se sont emmenés en Amérique. Ils détestent les catholiques, tu comprends-tu? Puis nous autres, les Français, on est tous des catholiques, en tout cas à 80, 90, 95 Il y a des Huguenots, mais ils sont quasiment tous en France, les protestants. OK? Donc, et là, la religion catholique est rétablie. Et là, c'est considéré vraiment comme quelque chose d'inacceptable. Tu dis, tu donnes des droits à nos ennemis, puis nous autres, tu nous taxes, puis tu nous brimes. Comprenez-vous? Et c'est ça, c'est cet ensemble de facteurs-là qui va mettre le feu aux poudres et qui va déclencher la fameuse révolution américaine. Et là, la révolution américaine, elle se développe autour d'un groupe de personnes qui sont tous membres d'une société secrète qu'on appelle la franc-maçonnerie, les francs-maçons, et en particulier, donc, ces hommes-là. Alors, qui on a là-dedans? On a des intellectuels, on a des hommes politiques et on a des militaires. Vas-y, Alexis, tu as une question. Oups, je t'entends pas, mon ami, t'es muté. Vas-y. Dans ce personnage-là, il y a Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, puis George Washington. Oui, oui, effectivement, tu as George Washington qui est ici, tu as Alexander Hamilton et chose intéressante, presque tous ces hommes-là, en fait, il y a Thomas Paine, puis il y a Ben Franklin seulement qui peuvent être exclus de la liste, là, mais les quatre autres vont devenir de façon successive des présidents américains. Donc, le premier président des États-Unis, c'est George Washington. Donc, qui était un colonel de l'armée britannique qui va faire défection et qui va devenir comme le commandant en chef de l'armée continentale. Et cette gang-là vont décider purement et simplement de rédiger un document hyper important. Et ce document-là, Déclaration d'indépendance. le voilà, effectivement, tu as tout à fait raison de le souligner, la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, qui est un texte très, très intéressant à lire. Vas-y, Gabriel. Mais ça, est-ce que c'est le original là, qu'on voit ici? Oui, en fait, oui, c'est une reproduction. Là. Naturellement, tu aurais compris que l'original est à Washington. Tu peux la voir et sous une vitre blindée. Et vous avez toute la signature ici des gens qui sont présents à Philadelphie lors de la signature au Congrès continental, incluant George Washington et Jefferson, etc. On pense que, en fait, ça a été écrit par John Hancock, mais le texte a été composé en grande partie par Thomas Jefferson, qui est un homme extrêmement intelligent, qui avait une grande plume. C'est tout un personnage. Donc, Benjamin Franklin aussi, hein, qui est un inventeur, qui est un politicien, qui est un diplomate.
Moi, je pense que c'est un des personnages les plus intéressants. Jefferson aussi, extrêmement intéressant. John Adams, qui va être président autour de 1800, et son frère, qui va devenir aussi président des États-Unis 10 ans plus tard. John Adams, en passant, il y a une brasserie à son nom, il était brasseur, donc il faisait de la bière. Et la bière existe toujours aux États-Unis à l'heure actuelle, vous pouvez l'acheter, la Adams comme bière. Donc, donc voilà. Et cette déclaration, littéralement, c'est une déclaration de guerre. Hein? La déclaration d'indépendance des États-Unis, c'est perçu par le roi d'Angleterre comme une offense. Et là, dans ce temps-là, en 1776, l'Angleterre est une superpuissance. C'est une superpuissance mondiale à l'époque. Alors, il y a juste la France. Il y a la France, il y a peut-être l'Autriche. Il y a quelques grandes puissances qui sont capables de rivaliser, là. Mais les deux grands, c'est vraiment la France et l'Angleterre. Et là, tu as cette colonie-là, ces 13 colonies-là qui déclarent leur indépendance, donc d'une superpuissance. Imagine-toi, là, demain matin, là, c'est pareil comme si, je sais pas, je cherche un équivalent, là, mais c'est comme si la Floride déclarait son indépendance du reste des États-Unis. Ça marcherait juste pas, tu comprends-tu? Et ils réussiraient, mettons, ultimement à obtenir leur indépendance. Parce que, du coup, quand ils déclarent l'indépendance, s'ils avaient fait un référendum, comme nous, on a fait au Québec, on a fait un en 80, un en 95, si on avait fait un référendum pour l'indépendance aux États-Unis en 1776, vous pensez que le oui aurait obtenu quel pourcentage? Juste pour le fun. Je peux démuter puis vous me donner une réponse, ça vous tente. 40%. 40%. Qui dit mieux? Moi, je dirais 75 peut-être % de la population qui voudrait peut-être. 75? OK. D'autres? D'autres qui veulent s'avancer? Très peu, ça compte. Hein? Ben là, ça serait 50-50 sinon. Je vous donne la réponse. On parle de moins de 25% qui auraient été en faveur du oui, en faveur de l'indépendance. Donc, moins de J'avais 25%. raison. OK? L'immense majorité, soit qui veulent, soit il y en a qui veulent rien savoir, qui sont vraiment des loyalistes, qui sont comme très, très proches du pouvoir britannique. Daphné, vas-y. Mais en fait, les loyalistes, il n'y en avait pas tant que ça après. Donc, c'est quoi? Beaucoup de populations ont changé d'idée ou c'était qu'ils étaient un peu plus neutres? C'est que les gens étaient en désaccord avec le gouvernement britannique, mais n'étaient pas nécessairement des indépendantistes, ne voulaient pas nécessairement l'indépendance. Donc, l'immense majorité de la population va demeurer dans les 13 colonies. Ils ne vont pas devenir des loyalistes qui vont partir. Ceux qui vont partir, là, qui vont quitter, là, les fameux loyalistes qui vont s'en venir à Montréal et sur la rive sud, dans les cantons de l'Est, c'est vraiment des gens qui cherchent à obtenir des récompenses du roi. Dire, ils veulent monnayer. C'est une façon pour eux de monnayer leur loyauté. C'est ce qu'ils cherchent à faire, monnayer leur loyauté. Et ça va fonctionner en grande partie parce qu'ils vont obtenir des terres, ils vont obtenir des avantages à s'établir au Canada après la Révolution. OK? Mais donc, moi, je voulais juste vous donner une petite explication pour vous dire que l'immense majorité des gens étaient contre l'indépendance des 13 colonies en 1776. Et au départ, ça ne va pas bien du tout durant cette révolution américaine. Les Américains, ce qu'on va appeler les Américains, sont en train de vivre défaite par-dessus défaite par-dessus défaite militaire. Ça va pas bien du tout. Et là, ils cherchent des alliés. Et là, il se dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et qui est l'ennemi juré de mon ennemi? C'est les Français. C'est les Français. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer Benjamin Franklin. Donc, Benjamin Franklin va prendre un voilier, va traverser la mer, va s'en aller à Paris. Il va aller à Versailles rencontrer le roi de France. Il va devenir l'ambassadeur des États-Unis en Amérique, en France, excuse-moi, à Paris. Et là, il va essayer de convaincre des gens d'aider les États-Unis à faire la guerre à l'Angleterre.
Et là, il y a un jeune général français qui s'appelle le marquis de Lafayette. Et le marquis de Lafayette, lui, il veut partir. Le roi va lui dire non, tu pars pas. Il va partir pareil pendant la nuit. Ils vont embarquer sur un bateau avec 500 hommes, puis il va traverser la mer pour aller aider George Washington à combattre les Anglais. Pendant ce temps-là, il y a un écrivain français qui s'appelle Pierre Caron de Beaumarchais, qui est une superstar à ce moment-là en Europe parce qu'il écrit des pièces de théâtre extrêmement célèbres qui sont hyper baveuses envers la noblesse. Et d'ailleurs, c'est un des idoles de Mozart, Beaumarchais. Et là, Beaumarchais va, entre autres, décider de se partir une compagnie d'import-export qui est une couverture, qui est un cover-up pour prendre des biens de matières premières qui sont fabriquées en Amérique et l'échanger contre des fusils, des canons ou de la poudre. Donc, Beaumarchais va envoyer littéralement des centaines de canons pour soutenir l'effort de guerre américain contre les Anglais. Et finalement, au bout de plusieurs mois, pas dire quelques années, on va avoir des personnages comme Franklin qui vont réussir à convaincre le roi de France, qui est un jeune roi à ce moment-là, hein, c'est Louis XVI, qui va accepter d'envoyer la marine française pour combattre la marine britannique et envoyer des troupes en renfort sous le commandement d'un général français qui s'appelle le général Rochambeau. Alors, je vous montre des petites images rapides de ces personnages-là. Alors, ici, vous avez le marquis de Lafayette, le fameux général Lafayette. Si vous allez, quand vous vous promenez aux États-Unis, là, vous allez voir son nom est partout à lui. OK? Donc, il y a des villes, il y a Fayetteville, Lafayette, il y en a partout des Lafayette, des rues, des boulevards, des écoles qui portent son nom. C'est vraiment comme un grand héros américain, mais c'est un Français. Vous avez le général Rochambeau, donc, qui est envoyé par le roi de France, par Louis XVI, pour aider. Et c'est les Français vraiment qui vont contribuer, qui vont permettre la création des États-Unis. Sans la France, les États-Unis, comme vous les connaissez, n'existeraient pas. OK? Et ici, vous avez le général encore Rochambeau qui est ici avec Washington et ils viennent de gagner la bataille de Yorktown. Donc, Yorktown, c'est la dernière grande bataille de la Révolution américaine. C'est ce qui donne l'indépendance aux États-Unis et tout ça avec l'aide de l'armée et de la marine française. Alors voilà, les États-Unis existent. À partir de ce moment-là, on est rendu au début des années 1780. Naturellement, ça a coûté une fortune à la France. La France est saignée à blanc. Et ça va provoquer quelques années plus tard, moins de 10 ans plus tard, la Révolution française. Et les personnages que vous avez vus, hein, Lafayette va retourner en France. Il est un héros en France. Donc, il va faire partie de l'armée républicaine, de l'armée française. Les États-Unis, je vous en ai parlé, pays d'inégalité, c'est un pays qui est esclavagiste. Donc, les États-Unis sont subdivisés en deux, entre les États du Nord qui sont abolitionnistes et les États du Sud qui sont esclavagistes. C'est des explications que je vous ai déjà données en classe. Je reviens très, très rapidement là-dessus. Alors ici, vous voyez une famille d'esclaves qui travaillent dans des champs de coton, probablement à la fin du 19e siècle. Donc, on est probablement juste avant l'abolition de l'esclavagisme, vers 1864-65 à peu près. Alors, petite carte ici qui date de 1854 qui vous montre les États-Unis comme ils étaient à l'époque. Donc, les États-Unis sont vraiment séparés en deux. Les Free States, qu'on appelle les États abolitionnistes ici, et en bas, les États esclavagistes, donc ceux qui sont en faveur de garder des esclaves. Pourquoi sont-ils en faveur de garder des esclaves et pourquoi les autres ne le sont pas? Est-ce que vous le savez? Parce que j'ai un brave qui veut s'essayer. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Je vous demande pourquoi les États du Sud sont pour l'esclavagisme alors que les États du Nord sont contre l'esclavagisme. L'économie, je dirais. Oui. Ou les droits. Oui. Daphné?
Ben, je suis pas sûre, mais il me semble que dans le sud, c'est plus des plantations de coton. Peut-être c'est plus ça qui fait rouler l'économie. Donc, ils ont plus besoin, entre guillemets, de main-d'œuvre. Là. Oui, intéressant. Gabriel? Ben aussi, c'est parce que le Nord est beaucoup plus développé au niveau industriel. Donc, eux autres, ils ont plus d'industrie. Donc, eux autres, c'est plus facile de produire les affaires. Donc, comme Daphné elle a dit, dans le Sud, ils ont comme. C'est pas comme le coton un peu. Donc, ils n'ont comme pas vraiment de moyens de production à haute échelle. Exactement. Donc, vous complétez les deux. Daphné et toi, vous vous complétez dans votre réponse. C'est exactement ça. Donc, le Nord qui a pris le tournant de l'industrialisation, qui a énormément d'usines, qui a de la main-d'œuvre, et le Sud, donc, qui est une industrie qui est primaire. C'est quoi une industrie primaire? On fait des ressources naturelles, hein? On exploite les ressources naturelles, on exploite la terre, donc des mines, du coton, on exploite du coton, du riz, de l'indigo. Donc, c'est vraiment, c'est des choses où il n'y a pas encore à ce moment-là d'équipement moderne comme nous on le connaît aujourd'hui pour être capable d'exploiter les champs. Alors, la façon de le faire, c'est à bras. Et si on veut si on veut être capable d'exploiter ces plantations, ces fermes-là, ben, on a besoin de beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre et qu'elle coûte le moins cher possible pour avoir un seuil de rentabilité qui est intéressant. Et depuis toujours, et depuis les débuts de l'humanité, l'esclavage, oui, c'est un tabou, mais c'est quelque chose qui existe, qui a toujours existé. Et pour les gens du Sud, c'est juste normal d'avoir cette main-d'œuvre-là qui est servile et qui est au service. C'est ce qui fait en sorte que tu as 70 à 75% de la population dans le Sud qui est de la population esclave. OK? Donc, les gens qui sont libres dans le Sud sont en minorité. OK? Et c'est ce qui leur permet d'exploiter. Alors que le Nord, lui, de son côté, c'est tous des travailleurs d'usine. Donc, ils n'ont pas besoin d'esclaves pour travailler dans les usines. Ils leur payent des salaires. C'est des petits salaires, ils sont mal payés, les conditions ne sont pas bonnes. Mais ils ont quand même, c'est des gens qui sont libres. Alors là, il y a comme une chicane qui pogne parce qu'on se dit, les États, dorénavant, tous les nouveaux États des États-Unis devraient ceux du Sud disent doivent être esclavagistes, les autres disent non, 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 au contraire, doivent être libres. Et là, il y a une chicane pour savoir qu'est-ce qui va arriver avec ces États-là. Et finalement, les États du Nord vont réussir à passer une petite vite à Washington aux États esclavagistes et faire en sorte que ce qui était censé être des États esclavagistes vont devenir des territoires abolitionnistes. Ça, d'abord, et l'autre facteur, ça va être que les États du Nord obligent les États du Sud à leur vendre le coton et les matières premières qu'ils produisent au prix coûtant. Donc, sans qu'eux autres puissent faire vraiment de profit. Pas besoin de vous dire que les États du Sud vont être enragés. Et c'est ce qui va amener les États du Sud à se réunir et à déclarer l'indépendance pour former un nouveau pays qui va s'appeler les États confédérés d'Amérique, les CSA. Alors, on a les USA ici en bleu et ici en rouge, vous avez les CSA. Donc, les CSA qui vont un pays qui va exister de 1861 à 1865. Ici, vous avez le fameux drapeau, les uniformes des confédérés pour vous montrer de quoi ça avait l'air. Et cette guerre-là, guerre extrêmement sanglante qui va durer 4 ans, une guerre fratricide où on a le père qui se bat contre le fils, des cousins qui s'affrontent sur le champ de bataille. C'est une guerre extrêmement meurtrière. Et en bout de ligne, le Nord gagne la guerre, même si c'était vraiment pas gagné au début. Hein, le Sud avait gagné toutes les premières batailles. C'est vraiment l'industrialisation, les usines au Nord qui vont permettre de gagner cette guerre-là. OK? Et à partir de ce moment-là, les États-Unis passent d'un statut de petite puissance militaire à une puissance moyenne et ils vont commencer à avoir des prétentions impérialistes. Qu'est-ce que ça veut dire impérialiste? Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que signifie être... Oui, Gabriel.
Je vais y aller avec ce que je pense. Là. Impérialiste, c'est pas un peu comme ce que les Britanniques ou les Français ont fait un peu comme en Afrique, là, quand comme se sont mis à coloniser pour agrandir en fait leur empire, là, en fait. Absolument. Donc, devenir un empire, avoir des possessions territoriales à l'extérieur de ton territoire original. OK? Donc, ils ont des prétentions impérialistes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer l'armée. Premièrement, ils vont tomber en guerre avec l'Espagne en 1898. Donc, la guerre hispano-américaine. Et à ce moment-là, les Américains vont saisir des territoires, j'ai parlé du Texas, je vous ai parlé de la Californie, d'ailleurs, qui avait été déjà conquis précédemment. Là, ils vont aller chercher Cuba, Porto Rico et les Philippines. OK? Et les troupes d'élite américaines sont commandées par un général qui va devenir président des États-Unis. Et ce général-là, c'est un certain Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt. Donc, le général Roosevelt, il va fonder une sorte de régiment de cavalerie, de troupes de choc qui s'appelle les Rough Riders. Et avec les Rough Riders, donc, c'est des gars qui combattent et à cheval et au sol. Donc, ils débarquent de cheval, ils se servent de leur cheval comme une barricade, puis ils rouvrent le feu avec ça et ça va leur permettre rapidement de conquérir les Philippines ici. Et c'est ce qui va faire que les Philippines, c'est un protectorat. Encore aujourd'hui, c'est un protectorat américain. Hein? Dans les faits, c'est un pays indépendant, mais c'est un protectorat américain. Et aux Philippines, on parle naturellement la langue locale, on parle l'espagnol et on parle beaucoup l'anglais parce que c'est un protectorat. Et l'autre, Porto Rico, protectorat américain, encore aujourd'hui. Cuba, vous le savez, ça va redevenir éventuellement comme libre. Mais Cuba va être un protectorat américain jusque dans les années 1950. Donc, toutes ces possessions-là, ça devient des possessions américaines. Ça va? Et là, on est rendu autour de 1900. Alors là, on s'apprête à rentrer dans le 20e siècle et il y a des grands changements qui s'en viennent, des choses que je vais vous parler au prochain cours parce qu'au prochain cours, on va parler de la Première Guerre mondiale, on va parler de l'entre-deux-guerres aux États-Unis. Donc, la grande crise des années 30, la Deuxième Guerre, la guerre froide sur laquelle je vais passer très, très rapidement, et parler pour le reste de ce qui se passe maintenant. Alors ça va être mardi prochain à 10 heures. Là, ce que je vous propose, ce que je veux vous dire aussi, jeudi 10 heures, éducation financière, on continue en macroéconomie. Je veux vous parler des cycles économiques. Donc, on est dedans, hein, vous savez, avec la crise qu'on vit, il y a des grands changements qui s'en viennent. On s'en va probablement, on s'en vient pour sûr en récession. Est-ce qu'on sera en dépression? Il y a de fortes chances qu'on s'en aille vers une dépression économique aussi. Alors, on va parler de ces cycles économiques-là. On va parler des tenants, des aboutissants qui sont autour de ça. Alors, c'est très, très actuel. Alors, soyez là, soyez au rendez-vous. Daphné, vas-y, je t'écoute. Mais idéalement, d'ici jeudi, il faudrait écouter les 2 autres capsules que vous avez fait ou? Effectivement, je vous propose, je travaille très fort pour essayer de vous bâtir des capsules. J'essaie que ça soit intéressant. Puis, écoutez ça, il y a une capsule de 20 minutes, la deuxième est 10-12 minutes. Donc, ça s'écoute bien, ça s'écoute rapidement. Puis, ça vous donnera des outils supplémentaires là, pour être capable de mieux suivre pour la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Je suis intéressé à vous entendre si vous en avez. En fait, on parle de récession, de dépression, mais concrètement, là, il y en a. J'ai entendu parler que ce serait vraiment plus après que la crise soit passée, en fait, que c'est là qu'on tomberait plus, parce que là, on est comme un peu, pas paralysé, là, mais l'économie est comme un peu gelée, un peu partout, là, encore. Oui, sur pause pas mal. Mais là, on tente de redémarrer la machine tranquillement, là, mais c'est pas joué, là.
Ouais, c'est pas gagné, là. Non, Surtout non, avec Montréal, là. effectivement. Fait que, mais clairement, écoute, on s'en va dans quelque chose qui va être très, très gros. Puis c'est parce que le Québec, à date, on tire notre épingle du jeu relativement bien. Je vous expliquerai pourquoi jeudi prochain, parce que je veux pas me divulgacher, je veux pas me spoiler à grandeur. Donc, mais vous dire que on a tiré notre épingle du jeu à date mieux que d'autres endroits. Sauf que ça pourrait être appelé à changer et sauf qu'on risque de se faire tirer par le fond par les autres autos aussi. Donc, c'est des considérations qu'il va falloir avoir dans la balance puis être bien, bien prudent. Et on passe d'une situation économique qu'on avait au Québec qui était extraordinaire jusqu'à la mi-mars. Hein? On avait un taux de chômage qui était très, très proche du plein emploi. Là. On était autour de 4,5 qu'on était rendu. Le plein emploi, c'est 4,3. Donc, on avait quelque chose, une situation extraordinaire au niveau économique. On est passé à une situation qui est très, très, qui est beaucoup plus fragile. Alors, on va essayer de trouver là, l'équilibre pour pouvoir essayer de minimiser ça. Puis, il faut se dire aussi qu'on va se ramasser avec des taux de chômage qui vont être importants parce qu'il va y avoir, on parle de entre 1 sur 4 et 1 sur 3, un commerce sur 4 en restauration qui va faire faillite là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Même chose dans un paquet d'industries, il y a un paquet de commerces qui vont faire faillite. Donc, on va passer d'un plein emploi à un gros surplus. Puis aussi, il va falloir parler, on n'aura pas le choix, il faut qu'on aborde le sujet. Face à une crise comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec la question de l'immigration? Parce que vous savez que le gouvernement Trudeau favorise une immigration de masse. On parle d'accueillir au Québec, au Québec uniquement, pas juste au Canada, là, mais pour le Québec, on parle de 80 000 personnes qui rentrent à chaque année. Donc, des immigrants légalement reçus, on parle d'environ 50 000. On parle d'autour de 18 000 réfugiés et le restant, ce sont des illégaux qui rentrent et qui tentent de demander pour avoir le statut de réfugié, mais généralement qui n'en sont pas. Donc, on parle de 80 000 personnes à chaque année qui rentrent. Il y a un coût à ça. Et dans un contexte où on va se ramasser avec du 15, 20, 25 de taux de chômage, c'est des sujets qu'il faut qu'on aborde. Il va falloir qu'on en parle. Alors voilà, c'est ça que je veux discuter avec vous, entre autres, jeudi prochain. Avez-vous d'autres questions, des choses, des commentaires ou quoi que ce soit par rapport à ce qu'on vient de voir ensemble? Non? Je dirais en fait que tu sais, les États-Unis, là, on parle en fait que c'est la religion, qu'on avait parlé qu'il y avait des beaucoup de conflits de religion, puis tout ça. Mais même encore aujourd'hui, on peut le voir, là, surtout entre les États du Sud puis du Nord. Là. Oui. Puis avec ce qui se passe en ce moment, là, surtout, on voit clairement les deux idéologies qui sont clairement différentes. Là. Il y en a qui sont comme pro on rouvre, on fait tout ce qu'on veut, puis pro-liberté. Puis Oui. il y en a qui sont comme plus, pas réticents, mais qui sont comme plus prudents, là, un peu genre comme nous. Là. Oui, absolument. Moi, en tout cas, moi, je trouve que nos voisins, des fois, ils font un peu des conneries, là, honnêtement. Là, puis je trouve qu'ils sont un peu placés spécial au niveau de quand ils font ces affaires-là. Puis moi, ça me fait tout le temps rire quand ils font ça. C'est parce qu'on est tout le temps un petit peu étonné, mais dis-toi quelque chose, n'oublie jamais quelque chose. C'est quelque chose que j'avais un prof à l'université en histoire et en histoire des États-Unis qui passe souvent à télé, Donald Cuccioletta. Puis Donald, il disait tout le temps, les États-Unis, c'est un pays qui est né dans la violence et qui recourt de façon systématique à la violence pour régler ses problèmes. Et c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai. OK? On peut pas dire que c'est pas vrai, c'est vrai. Alors, autant au niveau de ses problèmes sociaux qu'ils ont recours à la violence. OK? Et c'est sûr que est-ce qu'ils ont trop recours à la violence? Parce que est-ce qu'il y a une violence qui peut être légitime et une violence qui est illégitime? Moi, je pose la question. Est-ce que la violence, dans certaines circonstances, peut être légitime? Ben,
À part, ben, je sais pas, parce que, je veux dire, les Américains, eux autres, ils ont comme plein d'armes tout le temps, puis ils peuvent avoir des permis d'armes, puis là, ils peuvent tirer, et n'importe qui, c'est quasiment, si un autre arrive sur ta propriété, il aurait quasiment le droit d'ouvrir le feu sur toi. Oui, il y a Tu le sais, fait droit. que là, Dans certains États, effectivement, ils ont le droit. Ils ont le droit. Alexis, tu veux ajouter? Mais nous, au Québec, on n'a pas le droit de faire ça comme tu sais, tu n'as pas le droit, genre, comme un intrus qui a des mauvaises intentions sur ton terrain, tu peux pas faire ça, mais comparé aux Américains, comme eux, ils ont réellement le droit, genre, de sortir un pont, puis En fait, est-ce que tu savais que tu as le droit au Québec et au Canada, si tu es en mesure de démontrer que ta vie est menacée? Si tu es capable de démontrer que ta vie ou la vie d'un membre de ta famille est directement menacée par l'intrusion d'un bandit qui serait armé dans ta maison, tu aurais le droit à ce moment-là de prendre une arme à feu puis d'ouvrir, de décharger l'arme sur l'individu. Tu aurais le ah, droit. ok. Mais ce que OK? j'avais entendu à mes cours de chasse, c'était le contraire. Comme, il fallait vraiment que tu sois, genre, comme par exemple, l'intrus, comme, il t'attaque avec un bat de baseball, il faut que tu défendes avec un bat de baseball, genre. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ben non. Tu rentres chez moi, et tu me menaces, tu me menaces avec une arme, peu importe l'arme. Tu veux t'en prendre à moi, tu veux t'en prendre à ma femme, tu veux t'en prendre à mon fils. Moi, j'ai accès à une arme à feu. Ben, c'est sûr que je vais la pointer dans ta direction, puis je vais commencer par te dire les mains en l'air, puis tu te rends. Mais si tu veux pas te rendre, puis tu essaies de me charger avec ton bat de baseball, moi, te tirer dessus. Ah, Mm. ok. Comprends-tu? Ah, je Ça comprends. devient la légitime défense. Donc, je veux pas te tirer. Mais je te dis, par exemple, que si tu me charges et si tu refuses d'obtempérer à ma demande, qui est raisonnable, à ce moment-là, je vais décharger mon arme sur toi. Et là, j'ai le droit de le faire. Et là, c'est de la légitime défense. Et écoute, il n'y a pas aucune accusation qui pourrait être déposée. Ou si on dépose des accusations contre moi très, très rapidement, mon moyen de défense va être bon. Là. Fait que, mais aux États-Unis, on n'a pas besoin d'aller si loin que ça. Aux États-Unis, le simple fait d'être sur le terrain, ça dépend des États, là, mais dans plusieurs États américains, le simple fait d'occuper, d'avoir un orteil sur le terrain de quelqu'un d'autre est suffisant pour que le propriétaire du terrain puisse prendre une arme à feu et la décharger dans ta direction. Ça va Shit. juste là. Le simple fait, tu n'as pas d'affaire là. Tu n'es pas le bienvenu, tu n'as pas été invité, donc tu es un intrus, donc j'ai le droit de défendre ma propriété de l'intrus qui entre sur ma propriété. OK? Alors, ça, c'est la mentalité dans plusieurs États américains. Donc, ça va beaucoup plus loin. Donc, quand on parle d'avoir recours à la violence, tu sais. Puis, j'ai vu un débat qui est intéressant aussi, que je trouvais le fun on parlait de la violence, tu sais, puis dire, dans la plupart des démocraties, on a substitué, on a remplacé la violence des poings ou des armes, la violence physique, par une violence qui est verbale dans les démocraties. OK? Et ça a été longtemps accepté jusqu'à très récemment, où nos sociétés démocratiques sont devenues ultra pacifiées et où c'est même vu que dire quelque chose qui déplaît à quelqu'un d'autre, c'est vu comme une violence inacceptable. Alors que dans une démocratie, on opte pour la violence verbale au lieu de se servir de violence physique, qui est le propre de régime totalitaire ou autoritaire. Fait que je trouvais ça intéressant comme comparaison. Je trouvais que ça méritait d'être réfléchi, puis discuté, puis abordé, possiblement avec vous si ça vous tente. Donc voilà. Il est 11h30, puis moi j'avais dit que je ferais 1 heure avec vous. Alors, c'est sûr qu'on a commencé quasiment à 1h30 là, avec tout le retard. Problème technique. Je vais m'arranger pour que, donc, jeudi, on commence à 10h. Je vais partir du studio. Ça va tout être programmé. Ça va être beau. À partir du studio, on n'aura pas de problème à ce moment-là. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire. Ah oui, le travail. Vous savez, j'ai déposé un travail sur Classroom à faire. Moi, je pense que c'est quelque chose de le fun.
il y en a peut-être certains d'entre vous qui l'avaient déjà entrepris. Là. En 7 gros, milliards de... oui, Genre, oui, c'est ça, 7 milliards de suspects. Alors, c'est un documentaire sur YouTube à visionner. Alors, vous regardez ça, prenez des petites notes sur des choses qui viennent vous chercher et vous avez le choix. Soit que vous m'écrivez un texte d'environ une page, vous me donnez 2, 3 arguments, vous m'expliquez votre position, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec la surveillance électronique, avec un système de crédit social, parce que c'est de ça qu'on parle. Black Mirror. Oui, un peu comme dans Black Mirror. Et vous me dites, ensuite de ça, il y a 2 façons de le faire. Soit que vous le faites par écrit, ou vous pouvez vous filmer. Et donc, je ne sais pas moi, ça peut être en MPEG, ça peut être en MP4, ça peut être en... peu importe le format, là, vous me déposez ça. Avec un lien, uploadez-le dans Google Drive. Vous me mettez le lien pour que je puisse y avoir accès et je vais visionner ça. Donc, vous avez jusqu'à vendredi pour faire ça. Un petit travail qui est le fun, dans le fond, où vous filmez. Moi, je vous recommande de vous filmer. Pas besoin de m'écrire. Ce n'est pas nécessaire de l'écrire. Et c'est plus rapide comme ça. Donc, vous enregistrez, vous m'envoyez ça et je vous donnerai mes petits commentaires, mon appréciation sur votre travail. Donc voilà. Oui, Gabriel. J'ai juste une question qui a par rapport avec le cours, mais le cours de droit, là. Oui. Parce que, moi, je suis en droit avec une couple de monde aussi. Là. Est-ce qu'il va y avoir des affaires, genre. Pour le moment, exemple, non. Parce que ce que je voulais faire avec vous autres, c'était de la rédaction. En fait, c'était les mises en situation, c'était la rédaction procédurale, c'était toute la préparation pour le procès. C'est ça qu'on faisait jusqu'à la fin de l'année. c'est Et vrai. on était censé d'ici environ 2 semaines. Donc, déjà, on serait déjà à la fin de notre préparation là, pour les procès. On aurait déjà eu 1 fois ou 2 des avocats qui seraient venus en classe. Mais là, tout tombe à l'eau, hein. Fait que, Ouais. et là, c'est ça, j'ai parlé au juge Archambault, tout ça, mais on trouvait ça, les deux, on trouvait ça bien plate Ouais. qu'on puisse pas poursuivre. Là. Mais on est pris avec ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors voilà, fait que c'est pour ça que je laisse, j'ai laissé tomber pour droit cette année. Du moins jusqu'à la fin de l'année, puis pour me concentrer vraiment sur monde et sur éducation financière. Puis, éducation financière, c'est ça, je me force bien gros, là, j'essaie de vous faire des petites capsules vidéo que vous allez visionner, puis j'en ai produit 2 hier. Là, je suis en train d'apprendre comment fonctionne le logiciel. Oui, on m'a dit, moi te le dire, là. Je cherche ici, là. C'est Movie Studio que je me sers. Fait que, puis avec Movie Studio, là, c'est ça, je fais tous mes montages avec ça. Fait que j'apprends sur le tas en fabriquant des vidéos, puis je m'améliore tranquillement, pas vite. Fait que vous allez voir une différence déjà juste entre l'évolution des 3 vidéos que j'ai mis en ligne à date, là, le plus vieux, celui que j'ai mis hier après-midi, puis celui que j'ai mis hier soir. Là, hier soir, là, je suis rendu que je fais des insertions de séquences vidéo à l'intérieur d'une vidéo. Fait que, on est vraiment comme on est dans la bonne direction. Alors voilà. Euh, je vous laisse là-dessus, puis je vous souhaite une super de belle journée. Profitez-en bien, il fait beau soleil, là, c'est le temps là, d'aller prendre une petite marche dehors ou d'aller se faire griller à la face en textant un peu. Puis ben, c'est ça. On se voit, je vous donne rendez-vous donc jeudi matin 10h pour éducation financière. Je vous colle le lien et sur Classroom et aussi sur le Prof des RI. Et d'ici là, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, mes chers. Alors voilà. OK, parfait. Bonne fin de journée tout le monde. Salut là. Aussi.